Nous sommes le samedi 23 octobre, il est 19h sur la première. Bonsoir, l'heure des informations. Voici les titres de notre soirée. Elle venait d'être mise en place très récemment. Une dizaine de tombes ont été victimes des précipitations la nuit passée. C'est au cimetière Saint-Hilaire-de-Faha que cela se passe. Les pluies ont affaissé les sépultures. Les familles sont en plein désarroi. Une blessure au cœur des vivants. 800 personnes au moins dans les rues, malgré un temps incertain. Le mot d'ordre, la défense de la souveraineté du peuple de Polynésie, et un écho aux événements du 23 octobre 1987. Le Tavini est à l'origine de cette marche. Par ailleurs, les opposants à l'obligation vaccinale, comme tous les samedis, avaient également rendez-vous dans la rue. Leur cortège s'est donc manifesté du côté de Papeete. Nous donnerons de l'analyse à ces cortèges avec notre invité. Il s'agit de Motaik Broderson, le député du Tavini. L'actualité du moment est riche et les débats enflammés, notamment avec le débat vaccinal. A tout de suite, monsieur le député, merci. À tout de suite. On ne lâche rien, Octobre Rose, c'est la force d'une volonté et la puissance d'un message partagé. Lutter contre le cancer, notamment celui du sein. Les événements se succèdent pour faire pédagogie et dire oui à la vie. Actuellement se déroule un concert à Papeete. Nous y ferons un tour tout à l'heure en direct. Il a un nom de scène léger et aérien et sa voix tutoie les sommets de la grâce. Bird King est parti en France. Le chanteur espère gagner en expérience. Tout est ouvert, surtout quand on a la chance d'avoir seulement 31 ans. Il vient de faire sa première scène, c'était à Bordeaux où nous étions. Nous vous le disions dans les titres, une réalité, peu de dégâts dus aux pluies de la nuit dernière, mais des bleus au cœur pour certaines familles de défunts au cimetière Saint-Hilaire-de-Faha. L'affaissement d'une dizaine de tombes a été constaté ce matin, une véritable tristesse à quelques jours de la cérémonie de la Toussaint. Mais contrairement aux dires viraux des réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment de dégâts de l'ordre apocalyptique. Reportage sur place, Mérinique Lambin avec Juan Poutourou. La terre a cédé cette nuit après 3 jours de pluie abondante. Nous sommes au cimetière de Saint-Hilaire. Pour une dizaine de familles, c'est la stupéfaction. 5 agents de la commune ont donc été rapidement dépêchés sur place pour remettre les tombes en état. Pour moi c'est ma deuxième fois que j'ai vécu ça. La première fois, il y avait des tombes aussi qui étaient endommagées. Et là, c'est quand même beaucoup de tombes qui ont été endommagées aujourd'hui. Hein. Du coup, aujourd'hui, on est venu aider alors toutes ces familles qui sont dans le besoin. On ne peut pas que dire que c'est des tombes abandonnées et tout. Hein. Le responsable du cimetière veut apaiser les esprits. Ce phénomène fait partie de l'évolution naturelle d'une tombe. Les intempéries n'ont fait qu'accélérer le processus. C'est un phénomène normal qui aurait dû se dérouler dans le temps et qui a été accéléré par les fortes pluies, les chapiteaux et le fait qu'il y ait plusieurs tombes les unes à côté des autres. C'est impressionnant. Par contre, c'est un phénomène qu'on va retrouver dans tous les cimetières où il y a des tombes nouvelles. Ces nouvelles tombes, ce sont celles creusées dans l'urgence pour enterrer les nombreuses victimes de la vague Delta. Encore fraîches, Vatea craint qu'elles ne s'affaissent à nouveau. Les agents qui sont présents ont décidé de donner la main pour pouvoir aider ces familles à ne plus avoir cette image d'un trou qui s'agrandit. Donc on est en train de recouvrir tous les trous, mais je pense que demain on va être obligé de recommencer parce que cet après-midi il y a encore des fortes pluies qui sont annoncées. Certains cercueils se seraient même brisés sous le poids de l'eau. Le phénomène a également été observé dans le second cimetière de Fa'a et dans celui de Paea. Effectivement, Météo France prévoit le retour des pluies cette nuit à Tahiti et Moorea. Des cumuls importants sont possibles, notamment sur les côtes nord et ouest. La tranquillité devrait revenir dimanche en début d'après-midi. Ces prévisions sont également valables pour les îles sous le vent. Une véritable bigarrure parmi les marcheurs du jour à Papeete où le mot liberté s'est manifesté dans divers sens. D'abord celui de la souveraineté du peuple, à travers le droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et dans la droite ligne de la pensée du Tavini, qui appelait, vous le savez, à défiler, en souvenir également des événements du 23 octobre 1987. L'autre sens du mot liberté venait des opposants à l'obligation vaccinale. Au total, entre 800 et 1000 personnes au dehors dans les rues de la capitale. Reportage David Chang avec Jérôme Lee. Liberté, c'est le mot qui a rassemblé les 2 manifestations ce matin. Pour le Tavini, c'était la liberté politique. C'est la souveraineté de notre peuple. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Il y a beaucoup d'injustices. Ils s'en foutent complètement de notre peuple. C'est important quand même de se lever aujourd'hui. Il y a 34 ans, dans un contexte nucléaire tendu, les affrontements entre les dockers en grève pour des raisons professionnelles et les forces de l'ordre tournent à l'émeute et Papeete prend feu. C'est quelque chose qu'on aurait pu éviter. Mais les hommes politiques, les représentants de l'État de l'époque, ont voulu prouver à tout le monde que la force est de leur côté.
Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde savait très bien ce qui s'est passé sur les quais. À cause du comportement colonialiste du représentant de l'État et des responsables politiques de l'époque, Papeete a été incendié. Nicolas Voharin avait pris part au mouvement de grève. Il est là, aujourd'hui, à 83 ans, pour dénoncer les agissements de l'État. Le 24 décembre, on me convoque. On me convoque par le juge d'instruction Talercio. Voilà ce qui m'a été proposé. Il y a une condition, c'est de signer un papier comme quoi le commanditaire était Oscar Tamaru, notre président. Liberté pour le collectif Nuna Atia, c'était la liberté de la vaccination ou non, et ça, même si Oscar Temaru s'était positionné pour l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. La commémoration et la souveraineté que préconise, disons, le Tawini Iratira et nos revendications pour supprimer en particulier l'obligation vaccinale, il n'y a pas d'incompatibilité. Une partie des manifestants a rencontré les représentants de l'État après la marche. Ils ont demandé la démission du haut-commissaire pour avoir arrêté le docteur Théron. Bonsoir Moutaï Broderson. Merci d'être là. Monsieur le député, vous étiez à la manifestation, on vous a vu sur les images. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le début d'une convergence des luttes entre le Tavini puis une partie de la population qui est un petit peu rétive aux politiques menées par le pays ? Alors, c'est pas quelque chose qu'on a recherché. Hein. Aujourd'hui, il y a eu, on va dire, une convergence des dates déjà, puisque pour le Tavini, c'est le 23 octobre, c'est la commémoration effectivement de ce qui s'est passé en 1987. Mais le Tavini a toujours été au rendez-vous des libertés. Donc, dans ce sens-là, oui. Vous pensez que les libertés sont menacées par les politiques sanitaires ? Ben, écoutez, je pense que c'est quelque chose qui est palpable, pas simplement chez nous. On le voit en Europe, on le voit un peu partout dans le monde. Il y a des mouvements de personnes qui peuvent craindre pour leur liberté. Moi, je suis informaticien de formation. Je peux vous dire que les applications qui sont aujourd'hui mises en place pour gérer la situation sanitaire, hein, en tout cas c'est ce qui est invoqué, ça me pose question en tant qu'informaticien, parce que c'est aussi un moyen de savoir où vous êtes à tout moment. Il n'y a pas une contradiction parce que vous êtes pour la liberté vaccinale, même parfois certains de vos élus ont appelé les gens à aller se faire vacciner, et en même temps vous êtes un petit peu, craintif sur l'application du pass sanitaire. Non, je ne vois pas de contradiction. En tout cas, on n'a pas de statut biologique particulier et on n'a pas de contradiction de cet ordre-là. Vous pensez qu'on peut atteindre l'immunité collective par le vaccin ou est-ce que c'est une lubie politique ? Je ne pense pas que l'immunité collective soit aujourd'hui reconnue par les scientifiques eux-mêmes. Je crois que beaucoup de ceux qui avaient formulé des espoirs que cette immunité collective puisse arriver, aujourd'hui sont revenus en arrière. Je vais vous demander de jeter un œil sur ce qui se passe au Tapura. Est-ce que vous comprenez la phrase du président Fritsch par rapport à monsieur le président de l'Assemblée de Polynésie et à son vice-président qui les incite fortement à aller se faire vacciner, ou est-ce que vous pensez que le président du pays est hors sujet par rapport à ça, ou est-ce que vous êtes gêné pour en parler en fin de compte parce que vous êtes d'accord avec eux ? Alors moi, je suis pas là pour me prononcer sur ce que le Tapura pense ou ce que Edouard Fritsch pense. Je constate qu'il y a effectivement une petite crise en ce moment au Tapura et je les laisse résoudre leurs problèmes en famille. Ça les concerne. Maintenant, vu de l'extérieur, c'est un peu bizarre. On a l'impression qu'ils cherchent des boucs émissaires pour se défausser eux-mêmes d'une forme de gestion un peu hasardeuse. La gestion de la crise économique, hier on a entendu Madame Sanker très critique sur le plan de relance. Vous en pensez quoi alors que vous avez voté les collectifs budgétaires avec votre groupe au niveau de l'Assemblée de Polynésie ? Ça va dans le bon sens ou c'est pas suffisant ? Alors, les collectifs budgétaires, souvent, ce sont des éléments techniques. C'est des choses qu'il faut voter parce que sinon la machine se bloque. Maintenant, sur l'ensemble et sur l'architecture du plan de relance, il y a effectivement beaucoup de choses à dire. On ne va pas revenir sur ce qui a été fait. Bon, là-dessus aussi, on n'était pas forcément d'accord. Mais quand j'entends, par exemple, le Père Noël en avance annoncer une revalorisation du SMIC en 2022, bon, je me dis qu'il y a des élections qui s'approchent, mais qu'on ne nous a pas expliqué comment tout ça allait être financé dans un contexte post-Covid. Enfin, on n'est même pas post-Covid, on est encore dans le Covid.
Donc est-ce qu'il faut réformer la fiscalité, plus d'impôts sur les salariés, les entreprises? Comment vous voyez ça? Parce que c'est un grand débat qui traverse le monde politique actuel et le monde entrepreneurial. Moi, j'ai entendu notre actuel ministre de l'économie et des finances vouloir rassurer les gens en leur disant « rassurez-vous, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu ». Je ne suis pas sûr que ça rassure qui que ce soit. Il faut quand même rappeler que l'impôt sur le revenu, enfin en tout cas l'impôt direct, c'est quand même la forme d'impôt la plus équitable au niveau social et au niveau économique. Alors bien sûr, il ne faut pas faire de copier-coller. Je pense que faire un copier-coller de l'IRPP chez nous avec 118 îles et la configuration qui est la nôtre, ce serait irréaliste et au final contre-productif. Mais je pense qu'il faut effectivement réajuster la part de l'impôt direct dans notre système fiscal global. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir accepté l'invitation. Demain soir, d'ailleurs, ce sera le ministre de l'économie qui sera invité sur notre plateau pour parler des réformes envisagées par le gouvernement Fritsch. Merci, monsieur, et bonne soirée. Reportée a priori pour cause de mauvais temps annoncé, la manifestation contre les projets immobiliers de Mooréa a tout de même eu lieu ce matin. Pas loin de 200 citoyens s'étaient donné le mot pour dire leur opposition aux différents chantiers prévus sur la commune et surtout pour protester contre la spéculation foncière. Elle prive les salariés et les jeunes de pouvoir accéder au logement, un acte militant placé d'ailleurs sous le signe de la tradition. On écoute un des membres du collectif rencontré par notre correspondante sur place. Les gens qui sont arrivés ce matin, donc le 3/4 étaient au courant que la manifestation, l'événement a été reporté. Ils ont tenu quand même à venir, donc c'est pour montrer déjà toute leur détermination. Et on a eu près de 200 personnes malgré les annonces hier soir. Donc voilà, on est sûr que le 13 novembre, avec l'église protestante Mareuil, on remplira complètement cette plage. Et voilà, et c'est chaud au cœur. Voilà, vous l'avez noté, prochain rendez-vous donc des manifestants à Montréal le 13 novembre, un samedi. Long débat, mais avec du concret au bout. À Pirée, les ateliers participatifs, c'est une manière de donner de la voix à la citoyenneté. Des projets émergent, une discussion, un accord et hop, une enveloppe pour les réaliser. Il y avait du monde ce matin pour ce principe régénérateur de confiance dans l'acte politique. La directrice générale de la mairie répond à Juan Poutourou. Les projets éligibles doivent être proposés donc, par la population de Pirée, pour la population de Pirée, doivent relever de l'intérêt général, donc pas à visée commerciale, lucratif. Ils doivent concerner des projets d'investissement, donc soit d'aménagement, qui permettent d'améliorer le cadre de vie de nos quartiers. Aujourd'hui, on a reçu à peu près moins d'une trentaine de porteurs de projets, mais l'appel à projet est ouvert encore jusqu'au 12 novembre et on invite la population à continuer à déposer leurs fiches auprès des services de la commune. À vos stylos, c'est une saga qui résonne au cœur des plus anciens, mais aussi des plus jeunes de Rayatea. L'hôtel Baliaï, né au cœur des années 60, est aujourd'hui abandonné. Un imbroglio de procédures et autres avatars explique ceci. Aujourd'hui, les murs et le terrain appartiennent à la ville d'Outoura. Elle a procédé à l'extraction de remblais de terre afin de finaliser des jardins partagés qui sont voisins du lieu. La mairie est sur la piste d'investisseurs pour reconstruire l'établissement. Le Tabana Broderson répond à notre correspondant Julien Vesco. En premier lieu, c'est pour sécuriser les lieux et nettoyer pour que le futur promoteur, le futur porteur de projet puisse voir en meilleur état les lieux et qu'ils puissent projeter un meilleur projet. Nous attendons justement le projet avec impatience parce que ça coûte très cher à la commune. C'est au moins quelques millions par an à rembourser aux banques. Et puis ça nous permettra de libérer des fonds aussi pour faire d'autres projets. Santé et engagement Octobre Rose, clip de fin la semaine prochaine, ce sera donc le 31 au soir. On peut dire que la session 2021, même entravée par la Covid-19, est riche en événements. Et d'ailleurs, en ce moment, un nouveau chapitre est en cours, un concert dit solidaire. Il a lieu à Papeete, une manière de dire oui à la vie et surtout de répéter comme un leitmotiv salvateur l'importance du dépistage des cancers. Sur place, notre journaliste David Chang. Bonsoir David. Ambiance avec le groupe Sisa Sue.
Bonsoir Stéphane, j'ai un petit peu du mal à vous entendre. J'espère que vous m'entendez bien avec cette musique qu'il y a derrière moi. C'est de la bonne musique, hein. C'est le groupe populaire dont vous venez de parler. Sachez que toutes les personnes qui sont ici ce soir participent bien sûr à la récolte de fonds de la Ligue contre le cancer qui est organisée ce soir. Justement, la Ligue contre le cancer, j'ai avec moi Natacha Helm qui est la présidente de cette Ligue. Natacha, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, aujourd'hui encore, trop de personnes ne se font pas dépister. Oui, alors malheureusement, aujourd'hui, nous avons encore cet état de femmes qui arrivent tardivement se faire dépister. Et c'est réellement l'inquiétude que nous avons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous essayons de sensibiliser un maximum par tous les moyens que nous avons. Le but, c'est quand même de faire passer le message ce soir. Comment allez-vous faire pour ce soir? Oui, alors le but essentiel, c'est ce message qui est le dépistage précoce sauve une vie. 9 cancers sur 10 sont guéris lorsqu'ils sont détectés précocement. Et donc ce soir, toute la soirée, nous allons passer ce message. Vous avez vu du monde se sont réunis pour venir écouter. Et l'essentiel aussi, c'est pas que la musique, mais c'est surtout que ce message soit entendu. Avec la crise, c'est un petit peu plus difficile de récolter des fonds. Comment ça se passe pour vous? Alors oui, en effet, depuis 2 ans, et avec cette crise sanitaire, on a beaucoup de mal à organiser des actions. On n'en a quasiment plus organisé. Les fonds se font rares, il y a des retards dans les versements de subventions. Bon, je pense que c'est une organisation qu'il faut faire. Mais ce soir, c'est un moyen de récolter des fonds. L'objectif, c'est ces fonds pour nous permettre de continuer nos actions, d'accompagner nos malades, mais surtout de continuer à partager un maximum le message du dépistage. Merci beaucoup Natacha M d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un don, ça se passe sur le site anaveil.org. Merci beaucoup David. Merci également à Jérôme Lee qui était derrière la caméra et profitez de la belle musique que nous avons écoutée. Dans l'île de Hao, avant le départ des internes pour leurs archipels, les tests antigéniques se multiplient au collège. Plus de 150 élèves concernés à ce jour. Une petite centaine a été testée. Voilà. Tous les résultats sont négatifs, il n'y a pas de problème. Les départs des collégiens s'étalent jusqu'à mardi. Ce dépistage a été décidé par le pays pour éviter la formation de foyers épidémiques dans les petites îles. L'infirmière du collège Véronique répond à Mathieu Allot. Je teste tous ceux qui n'ont pas eu la Covid. Parce que nous avons eu quand même 54 cas au niveau du collège. Et ces enfants vont être testés. J'en ai 8 qui ont été testés parce que c'était supérieur à 2 mois. Voilà. Le protocole, c'est on ne teste pas lorsque c'est inférieur à 2 mois. Eux, ils veulent rentrer à la maison. Ben oui, c'est ça. Et leur grosse inquiétude, c'est si on est positif. Mais pour l'instant, personne. Personne n'est positif. Je n'ai que des cas négatifs. Et il n'y a pas de raison que nous ayons des cas positifs. Parce que sur Hao, nous n'avons plus de cas positifs. Et nous voyageons dans ce journal, le Tao dans tous ses états ou presque, surtout dans son état de résistance, voilisse, avec des équipes d'agronomie qui sont en train d'expérimenter leur but, mieux préserver et aussi améliorer le tubercule local. 2 variétés de l'île et une venue des Fidji sont sous le regard des scientifiques. Ce travail de recherche a débuté il y a quelques semaines. Reportage sur place, mais l'auditionné avec Jean-François Procavazé. Direction la parcelle d'expérimentation du service de l'agriculture à Apaongo. L'équipe du laboratoire de recherche passe à la 2e phase de son projet de croisement d'espèces de taro. Le mois dernier, ils ont procédé à la stimulation des plants avec des hormones afin de provoquer la floraison. Un phénomène assez rare. Aujourd'hui, étape importante, la reproduction assistée des espèces ciblées. Les variétés locales, Talo Uli et le Talo Muni, plus une variété provenant de la CPS, à Fidji. Il y a 2 parties distinctes, la partie femelle là en bas et la partie mâle en haut. Et là je vais venir couper la partie mâle comme ça là. Et à l'intérieur, on voit bien ce qu'on va croiser avec l'autre variété de taro. Couper cette partie mâle là et je vais saigner un tout petit peu juste au-dessus, comme ça. Et ensuite, je vais enlever ça là, comme ça. Et là, on peut bien voir la partie femelle. Avec la partie mâle de l'autre variété de taro, je vais venir frotter comme ceci. Comme ça.
le pollen pour qu'il se dépose sur cette partie-là. Je vais fermer comme ceci, bien fermé, comme ça on protège ce qu'on a fait. Le talo uri, il est très apprécié au niveau gustatif, mais le seul problème c'est son cycle qui est trop long. Ça va de 8 plus pour de la plantation à la récolte. On a une autre nouvelle variété qui a les mêmes qualités, mais qui va de 5 à 6 mois. Et donc, croiser les deux, ça permet d'avoir des variétés qui ont ces qualités-là, mais avec des cycles plus courts. Un procédé naturel, selon Ludovico Moeliku, et qui permettra de créer des dizaines d'autres nouvelles espèces de taro. Du beau, du bon et du lourd, la pêche au gros a un championnat à Tahiti. C'est sa 2e édition. Cette année, 4 rendez-vous sont prévus au fil de l'eau. Le premier aujourd'hui, c'était à Punaouia, avec de belles pièces, un espadon de 67 kg et un marlin de 245, un poids honorable. Le vainqueur de cette première vient de Haroué. Il s'appelle Tini. Il répond à notre confrère Pierre-Emmanuel Garot. On est descendu jusqu'à Chopo ce matin, de Punaouia jusqu'à Chopo pour avoir ce magnifique haura de 67,5 kg. On a pris moins de 15 minutes pour le ramener à bord du bateau. Ça va. On est bien content de l'avoir attrapé, ce magnifique haura. Et là, on vient de gagner le championnat. Quoi demander mieux, hein? Les prochaines étapes, ce sera le 13 novembre du côté de Mataia. Pour le retour des compétitions de natation, il y avait du monde dans les bassins, quasiment 130 compétiteurs, la fourchette d'âge de 9 à 50 ans, 4 disciplines au menu et des records sont tombés aujourd'hui. Dans la catégorie des 18 ans, 50 mètres d'eau avec 26 secondes 83 centièmes, signé Taïva Géin. Et dans les 50 mètres papillons, meilleure performance chez les 13 ans avec 26 secondes 82, exploit par Théari Opa, bravo à eux. Et heureux également le président de la fédération, Michel Sommer, il répond également à notre ami Pierre-Emmanuel Garot. C'est la première compétition de la saison qui va permettre à l'ensemble des jeunes et des grands de pouvoir se qualifier aux échéances nationales et de pouvoir pour les autres participer à un challenge sur trois étapes. Donc on appelle le Haito Tour. Le challenge tourne autour des 50 mètres et des 50 et des 100 mètres, mais en alternance de certaines nages. Mais particulièrement pour cette compétition, vu l'échéance qui nous a été imposée, nous avons rajouté l'ensemble des 50 et des 100 mètres aujourd'hui pour que nos jeunes puissent se qualifier pour les championnats de France. Encore du bonheur, l'Atlantique sourit à Michel Bourès. Là-bas, notre champion, à Osgore exactement, a retrouvé des vitamines et surtout la joie des podiums. Il vient de terminer 2e au France Pro et du coup, sa cote mondiale est montée en flèche. Il a gagné 89 places. De bon augure avant le prochain rendez-vous de l'élite internationale. Ce rendez-vous, ce sera au mois de novembre du côté des vagues d'Hawaï. Bravo Michel. Il a juste la trentaine et une présence de chanteur qui envoûte. Manu Hari a grandi au Fénois. Avec son nom de scène Bird King, la tessiture de sa voix n'a laissé personne indifférent ici. Pour diverses raisons, il est parti vers la métropole. Son espérance, grandir par l'expérience et dessiner peut-être les contours d'une carrière musicale. Il vient de faire une première scène, c'était à Bordeaux. Nos 2 jeunes journalistes ont apprécié l'artiste. Erabai Oata pour le commentaire et les images, ces premières images signées par Ariwe Tefafana. C'est parti pour le reportage. Quelques notes de musique qui rappellent les îles que Manuari, alias Bird King, partage désormais sur les quais de Bordeaux. Comme 1500 Polynésiens chaque année, il a fait le choix de quitter Tahiti. J'ai jamais fait l'Europe, du coup j'avais que l'expérience dans la musique à Tahiti, on va dire, localement. Et là, c'est l'occasion pour moi de tester ma musique à l'étranger. Déjà, rien que de pouvoir chanter comme ça dans la rue et de pouvoir toucher un maximum de personnes, rien que les gens qui passent, à Tahiti, c'est trop petit. Et c'est possible, mais ça n'a pas le même impact. Caché derrière sa paire de lunettes, l'artiste ne se livre que très peu, sauf quand il s'agit de sa guitare, qui le suit partout où il va. Je l'ai trouvé magnifique dès le premier jour où je l'ai vu là-bas. C'est une guitare qui vient de Montréal en fait, qui a été fabriquée à Montréal par Woody Howard, c'est un luthier de l'île Seul de Tahiti. C'est du tom avec des
des incrustations en nacre. Le tau, c'est une essence de bois locale qui vient directement de Montréal. Après 7 jours à Bordeaux, première scène ouverte programmée dans un bar. Un nouveau défi pour Bird King. Je suis stressé, je suis assez flippé là. Parce que c'est sûr que ça ne sera pas la même réaction qu'à Tahiti. Et j'espère que les gens vont apprécier ce que j'ai à leur proposer. Une fois le micro en main, fini le stress pour le chanteur. Face à un public conquis, Manoir I traduisait Roi des oiseaux, poursuit son envol au-delà des frontières polynésiennes. C'est moderne, c'est frais et c'est sympa. En tous les cas, ça plu du côté de Bordeaux. Et bon envol pour ce garçon du Fénois. 19h passées de 25 minutes. On va vous rappeler l'information principale de la soirée avec ces familles tristes ce soir. À 10 jours de la Toussaint, les tombes de leurs défunts ont été grandement dégradées par la pluie. Une dizaine de tombes sont concernées. Cela se passe du côté du cimetière Saint-Hilaire à Femmes. Et vous le voyez, les employés municipaux sont sur le qui-vive pour répondre à la demande des familles. Regard sur les programmes de la soirée sur le canal numéro 1 ici en Polynésie. Simone Bolivar, on va revenir sur l'histoire de l'indépendance de l'Amérique latine au 19e siècle. Et puis après, on va s'intéresser à votre série américaine Next. Tout à l'heure donc sur nos écrans. Demain matin à la radio, pour l'information, le binôme Habits et Poids. Retour du journal télé en français. Demain soir, 19h. D'ici là, que l'espérance nous éclaire dans la nuit. Bonne soirée et à demain. Avec plaisir. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.